Recevons Benjamin Couteau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous. On va parler de la Serbie aujourd'hui avec Caroline, la chef de la diplomatie européenne, s'est rendue à Belgrade il y a quelques jours. Elle y a rencontré le président serbe. Dites-nous déjà où en est concrètement l'adhésion de la Serbie à l'Europe. On rappelle qu'elle est candidate depuis 2012. Ouais, exactement. C'est une adhésion qui est peut-être la plus compliquée en dehors de la Turquie aujourd'hui, qui est, on le sait, le processus est gelé. C'est une adhésion qui est très compliquée parce que c'est un pays qui est économiquement prêt, qui est au sein des Balkans occidentaux, la région qu'on appelle dans cette zone de l'Europe qui n'est pas encore dans l'Union européenne. Dans cette zone des Balkans occidentaux, c'est le pays le plus peuplé, le plus riche, qui a l'économie la plus développée. Donc c'est un pays central, mais au niveau politique, ça bloque. Et on le voit depuis quelques mois, on est face à des manifestations qui sont parmi les plus massives de l'histoire de la Serbie. On a vu le 15 mars la plus grosse manifestation depuis 1991, depuis la chute de la Yougoslavie. Donc politiquement, ça bloque parce que pour entrer dans l'Union européenne, il faut respecter plusieurs critères, dont un critère démocratique, un critère politique, respect de l'état de droit, des droits fondamentaux, des droits des minorités, et un critère économique. Donc ça va sur l'un, mais pas forcément sur l'autre. Et c'est ça aujourd'hui qui pose tout le problème. Aleksandar Vučić, il est au pouvoir depuis que la Serbie a commencé les négociations, donc candidate en 2012, début des négociations en 2014. Et depuis 2014, il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait, 22 chapitres ouverts, ce qui n'est pas négligeable, mais il n'y a pas de chapitres qui ont été fermés. Ça, c'est quand on arrive près de la fin des négociations, et on n'est pas près d'en voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc pour résumer, si on vous comprend bien, tant que Aleksandar Vučić est au pouvoir, le pays ne répond pas aux critères d'intégration de Kaja Kallas, aux critères d'intégration tout court pour une intégration à l'Union européenne. J'aimerais croire que sous Aleksandar Vučić, la Serbie puisse adhérer à l'Union européenne. En tout cas, c'est l'objectif que s'est fixé l'Union européenne, l'objectif que s'est fixé la France, de faire rentrer les pays des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Mais on voit qu'en fait, depuis effectivement plus de 10 ans au pouvoir, il n'y a pas de progrès concret qui a été fait. Et on a aujourd'hui, Kaja Kallas l'a répété, on a besoin de réformes au niveau du processus électoral, de la liberté des médias, de la liberté de la presse, pour lutter contre la corruption. Et tout ça, ça ne se fait pas. Au contraire, j'allais dire, il y a le critère démocratique, il y a le critère politique, il y a aussi la question de l'alignement en matière de politique étrangère, ce qui est plus fondamental que jamais. À l'époque où la Russie mène une guerre d'agression contre l'Ukraine, Aleksandar Vučić était il y a 3 semaines à Moscou pour célébrer la parade du 9 mai. Et ça, c'est inacceptable. Kaja Kallas l'avait dit, il l'a fait pourtant. On ne voit pas aujourd'hui les conséquences qui devraient être celles d'un dirigeant d'un État candidat qui se rend à Moscou. Et ça, on a besoin que l'Union européenne agisse dessus. D'autant que ça aurait pu n'être qu'un symbole, effectivement, cet aller-retour le 9 mai pour ce défilé militaire du jour de la victoire. Mais en plus, il y a des contrats avec la Russie. Belgrade et la Russie ont prolongé le contrat qui les lie pour l'approvisionnement en gaz russe à des prix intéressants. Il faut rappeler que la Russie est le principal fournisseur de gaz de la Serbie encore pour le moment. Et cette relation, effectivement, elle pose problème. Complètement. C'est une relation qui, par contre, j'idéaliserai pas. Je pense qu'il faut raison garder Aleksandar Vučić depuis qu'il est au pouvoir, ce qu'il a appris à faire parfaitement. Et ça atteint peut-être ses limites aujourd'hui, c'est un jeu d'équilibriste où il va à Pékin, il va à Moscou, il va à Bruxelles, il dit ce que ses partenaires veulent entendre et il arrive à tirer parti du maximum qu'il peut avoir de chacun de ses partenaires, en se disant ça va tenir. Le problème, c'est que dans l'Union européenne, on n'est pas seulement un partenaire économique, on est aussi une union fondée sur des valeurs. Et si on ne respecte pas ces valeurs, on ne peut pas rentrer dans le club. Donc on ne peut pas se dire État candidat et ensuite faire le contraire de l'autre côté. Sur la question de l'approvisionnement en gaz, c'est sûr que c'est problématique que la Serbie soit dans une démarche de continuer à s'approvisionner au gaz quand l'Union européenne fait marche arrière. Au sein de l'Union européenne, on a aussi la Hongrie, la Slovaquie qui bloquent et d'ailleurs qui sont très alliés d'Aleksandar Vučić, les premiers ministres Fico et Orban. Donc on a aussi nos problèmes. En ce qui concerne la Serbie, c'est que la différence, ils ne sont pas encore rentrés dans le club. S'ils veulent le faire, il faut s'aligner sur l'Union européenne, pas seulement en matière de gaz, mais aussi en matière de politique étrangère. Aujourd'hui, quand on est un pays candidat, qu'on n'applique pas les sanctions vis-à-vis du Bélarus et de la Russie, c'est très problématique. Kaja Kallas l'a rappelé, si on ne le fait pas, on ne rentre pas dans l'Union européenne. Les Serbes demandent le contraire, Aleksandar Vučić ne le fait pas. Est-ce que ça va le faire tomber à un moment donné? C'est ce qu'il nous reste à voir. Les services de renseignement extérieurs russes ont accusé hier les entreprises d'armement serbes d'essayer de tirer dans le dos de Moscou. Ces services de renseignement leur reprochent d'avoir envoyé des milliers d'obus et des millions de cartouches d'armes automatiques à l'Ukraine. C'est une illustration, une fois de plus, de cette position d'équilibriste dans laquelle se trouve Belgrade ?
Exactement, et une question qui se pose, c'est pourquoi ne va-t-on pas plus loin avec la Serbie quand depuis 2022 il n'applique pas les sanctions, et quand on voit des manifestations massives. On compte aujourd'hui sur la Serbie pour aider l'Ukraine, au moins financièrement, ce que fait déjà la Serbie. Bien sûr, ça ne plaît pas aux Russes, et les Russes essaient de tirer parti de cette relation. Comme on essaie de tirer parti de cette relation, je le disais, aujourd'hui, on est peut-être à un point de rupture. Est-ce qu'Aleksandar Vučić va réussir à continuer ce jeu d'équilibriste-là? Jusqu'à présent, il le faisait avec le soutien du peuple. On voit qu'aujourd'hui, il y a une majorité des manifestants qui soutiennent, une majorité de la population qui soutient les manifestants. Peut-être que ça peut le faire plier. Et autre chose, peut-être que ses partenaires peuvent le faire plier, parce que peut-être qu'il a une bonne relation avec Moscou, mais Aleksandar Vučić, c'est aussi un proche aujourd'hui sur la scène européenne d'Emmanuel Macron. On a vendu des Rafales à la Serbie. On est très content de ce contrat qui permet qui permet à l'industrie de défense française de s'exporter. On est très content de ce contrat-là. On a aussi remporté la gestion de l'aéroport de Belgrade, le contrat pour le métro de Belgrade. Donc aujourd'hui, ça profite économiquement, mais il faut peut-être se dire que quand on fait de l'élargissement une priorité, comme l'a fait Emmanuel Macron, en particulier aux Balkans occidentaux, quand on fait de cet élargissement une priorité, si on veut que le pays qui adhère à l'Union européenne soit un pays qui respecte nos valeurs, il faut aussi peut-être faire des compromis sur l'aspect économique et ne pas se laisser amadouer par quelques contrats. Oui, effectivement. Merci beaucoup Benjamin Coupeau, chercheur au Centre Grande Europe de l'Institut Jacques Delors, d'avoir été avec nous.